bienvenue sur le podcast Biomécanique, l'émission qui reçoit des pratiquants de musculation exceptionnels pour parler d'entraînement, de performance, de motivation, mais aussi des blessures et obstacles qui paralysent la progression. L'objectif de ce podcast, vous aider à améliorer votre entraînement et vous débarrasser de vos blessures. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biomécanique. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Ortuno pour un épisode un petit peu spécial que l'on a enregistré en live, en tout cas dans la même pièce. Alors après avoir commencé la musculation dès son plus jeune âge, Nicolas il va s'intéresser au football américain et il va même se passionner pour ce sport qui est encore peu développé en France. Quelques années après, il immigre au Canada pour jouer en équipe universitaire de football américain et c'est là qu'il va surtout développer un physique athlétique, un physique complet qui va le placer parmi les meilleurs joueurs de son équipe. Dans cet épisode, il va nous raconter sans filtre ses entraînements, les défis auxquels il a dû faire face, ses réussites, les objectifs atteints, mais également ses erreurs et les échecs qu'il a traversés et ce qu'il en a appris. Il reviendra également sur certaines de ses blessures qu'il a eues en musculation ou dans sa pratique du football américain, comment il s'en est sorti et il va vous partager ses meilleurs conseils pour vous aider à guérir le plus rapidement possible. Au programme de cet épisode, on va voir l'importance de débuter la musculation sous les conseils d'un ancien ou de ce qu'on peut appeler un mentor. Nous allons voir quelles sont les qualités requises pour être un bon joueur de football américain. Quel est l'avantage immédiat d'une séance spécifique bodybuilding comparée à une séance plutôt de force? Comment être recruté par une université canadienne ou football américain? Comment faire pour arriver à remarcher à peine 10 jours après une opération des ligaments croisés du genou? Quel est ce petit ingrédient magique qui va vous permettre d'améliorer véritablement la musculature de vos jambes? Nous allons aussi voir quelle est cette technique de triche au développé couché qui peut doubler vos risques de déchirure musculaire. On va voir également comment adapter intelligemment ces exercices, surtout lorsqu'on a peur de se blesser à nouveau. Combien de temps dure une vraie saison de football américain et quelles sont les répercussions par rapport à ce timing? Et enfin, Nicolas va nous partager une méthode qui est inspirée de Laron Landry, qui est un ancien joueur de football américain, pour travailler ses triceps avec une grande intensité. Sur ce, je laisse place à la discussion que j'ai eue avec Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve juste après. Bonne écoute. Nicolas, salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Bienvenue sur le podcast. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que on se voit directement en fait, on fait l'enregistrement en live. Ouais. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Ben oui, je m'appelle Nicolas. Je suis un Français qui a immigré au Canada il y a 9 ans pour jouer au football américain. J'ai passé mes études ici, je suis resté. À travers ça, je fais ma vie ici, puis j'ai travaillé dans différents domaines, la supplémentation. J'ai voulu après ça passer entraîneur personnel, puis coach de cours en groupe, puis après ça me mettre un peu plus dans le business de l'entraînement, donc plus qui est vente, marketing. Ok, donc ça fait combien d'années que tu t'entraînes à peu près? Puis j'imagine que ça n'a pas toujours été à la même intensité. Non. Beaucoup de hauts et de bas, mais j'ai commencé quand j'avais 15 ans. J'en ai 28, donc ça fait déjà 13 ans que je m'entraîne. Ouais. 13 ans. Comment t'en es arrivé à la musculation? C'était... Qu'est-ce que c'était? Putain, c'était... je pense un besoin aussi... premièrement, un besoin physique, tu vois, de changer. J'en avais besoin, tu vois, j'avais toujours été un peu en retard physiquement. Tu sais, premièrement, j'avais sauté une classe quand j'étais petit. Donc, tu vois, j'étais toujours le plus petit, le plus jeune de la classe, mais en plus... physiquement, tu vois, j'avais un retard de croissance. Donc, ouais. C'est le médecin qui te l'avait confirmé? Ah ouais, ça a été confirmé. Puis on m'a piqué. On m'a piqué. J'ai été piqué à la testostérone à l'âge de 12 ans à peu près là pour lancer le développement, ouais. Et il y avait une explication pour ça? Non, c'est juste un petit retard hormonal, rien de fou. Mais du coup, c'est ça. Donc, à 15 ans, à peu près, là, tu vois, j'en avais marre, là, tu vois, j'avais envie d'avoir un impact. Et je sais pas pourquoi la muscu. Si, c'est ça. C'est ça, parce que je faisais de l'asthme à cette époque-là.
ok. Puis toute ma vie, j'avais fait de l'asthme. C'est pour ça que j'avais pas fait de sport dans ma jeunesse. Je faisais de l'asthme. Et du coup, ouais, la muscu, il y avait pas de côté cardio vraiment, tu vois. Je savais que j'allais pas m'essouffler. Donc du coup, c'était un peu un choix naturel. Plutôt que d'aller vers le rugby ou les choses comme ça, je suis la muscu. Je courais pas, j'aurais pas d'asthme. Finalement, on s'est aperçu que c'était de l'asthme relié à l'effort, de l'asthme d'effort, puisque tu sais, quand j'ai joué au foot américain, j'étais avec la ventoline. Puis après ma première année, même pas, quoi, je courais, j'avais plus besoin de ventoline. Donc le sport, ça a soigné mon asthme, quoi. Aujourd'hui, t'as plus besoin de ventoline? Non. Ça fait des années que je l'ai pas utilisé. Quand tu fais une activité un petit peu cardio, ça te pose aucun problème, tu sens pas que t'as... Non. Un problème respiratoire? Wow. Non. Ok. Pas déjà, l'asthme. Ouais. Comme tout le monde, c'est dur de se remettre à la course. Mais non. T'en es venu quand au football américain? Il y a eu combien de temps entre le début de la musculation? J'imagine, ouais, t'as eu tes premiers résultats et ensuite tu t'es inscrit? Ouais, j'ai eu mes premiers résultats. Ouais, absolument. J'ai réagi quand même assez rapidement. J'ai eu la chance d'être pris en main très rapidement par un gars qui s'entraînait depuis 10 ans déjà à peu près, Fred. Et lui m'a montré les basiques, tu vois. Donc on s'entraînait vraiment avec, mettons lundi on fait les pecs, on part sur du 4x10, de développé couché. Après ça on part sur 4x10, incline halter, un exercice d'écarté, puis quelque chose comme ça. Et puis alors très basique, tu vois, le volume restait souvent le même, les exercices restaient souvent les mêmes, de la barre, des haltères, tu vois. C'était un petit gym là à Narbonne, sud de la France, pas de climatisation, rien du tout, les bandes déchirées dans une MJC, là tu payais 110 € l'année, tu vois. C'est une espèce de salle associative ou... C'est ça, ouais. Donc on était déjà en avance sur Econo Fitness, quoi, tu vois. Ouais. Le concept, on l'avait déjà compris. Et tu vois, c'était des vieilles machines, des choses comme ça, puis ça fonctionnait très bien, un truc d'habitué, mais tu vois, du coup, c'était pas les salles où, comme maintenant, tu sais, où tout le monde est sur le téléphone, vraiment old school, tu vois, la salle. Et du coup, avec lui, j'ai eu mes résultats, comme je dis, assez rapidement, parce qu'au début, je faisais un peu n'importe quoi, comme tout le monde, tu vois, que tu vois au gym, hein. Tu sais, tout le monde commence, et puis... Comment t'avais fait tes premiers programmes avant qu'on te prenne, avant que un mentor, ouais, te prenne sous son aile? Comme tout le monde, tu sais, tu fais les machines, tu sais pas trop quoi faire. C'est exactement ce que les gens font, tu vois. J'avais pas de programme, je savais pas trop ce que c'était, tu sais. Puis ça c'était pour le premier mois, mais moi, tu sais, on n'a pas répondu à la question du football américain d'ailleurs, par rapport à la musculation. Ouais, c'est pas grave, tu vas pas revenir après. Non, après ça, comme tout le monde faisait, tu sais, où c'est qu'on trouvait les informations avant, quand il n'y avait pas internet, t'achetais un journal. Donc tu sais, c'était la même chose pour la muscu, j'achetais un magazine. Tu vois, ça a commencé avec un magazine. Et encore, je suis pas sûr, je crois honnêtement que le premier magazine que j'ai acheté, Muscle Fitness là, je l'ai acheté, je pense, après avoir commencé à m'entraîner avec Fred. Donc je pense qu'au début, je faisais vraiment n'importe quoi. Tu vois, les machines, j'en faisais 10, 15, je sais pas trop. Ouais, t'as commencé un petit peu au hasard, comme ça. Ah ouais, clairement. J'ai commencé vraiment à faire n'importe quoi. Alors, comment t'es arrivé au football américain? Donc c'est ça, ouais. Donc j'ai eu mes premiers résultats. Donc je me suis inscrit à la salle. Attends, quel âge? Quelques mois là, ouais, ça devait être ça, comme novembre ou décembre là, tu vois, à la salle de mes 15 ans. Puis j'ai fait mes 16 ans en janvier. Et j'ai commencé le football américain en septembre. Donc c'est à peu près 8 mois après, tu vois. 8 mois après la muscu, j'ai commencé le football américain parce que justement il y avait des gars de l'équipe qui s'entraînaient à cette salle-là. Puis ils m'avaient vu, puis ils ont trouvé un physique intéressant, ils m'en avaient parlé. Puis moi j'avais de l'intérêt aussi pour ça, tu vois. Puis je connaissais finalement quelqu'un qui en faisait. Mon frère connaissait quelqu'un qui en faisait, il devait lui s'inscrire à la base. Finalement il a jamais fait le saut, et moi je l'ai fait directement. J'ai dit bon vas-y j'essaie. Puis c'est comme ça quoi, que j'ai commencé. Mais ouais, les deux sont reliés quoi. Les deux sont reliés. Donc du coup après ça je m'entraînais avec eux, tout ça. T'avais fait un choix? Non, les deux. Arrivé à les deux ont toujours été toujours le football. De toute façon pour moi le football ça a jamais été dissociable de l'entraînement physique. De toute façon c'est une certitude. Tu passes plus de temps à t'entraîner qu'à jouer au football. Donc la muscu c'est indissociable du football. Si tu veux jouer c'est impossible. L'un va pas sans l'autre. Tu peux pas être bon là et pas t'entraîner. Comment t'expliques ça?
C'est une question d'encaisser les chocs. C'est une question d'encaisser les chocs, c'est une question de qualité athlétique requises qui sont vraiment vraiment intenses. Les meilleurs athlètes au monde, ils sont footballeurs. Les meilleurs athlètes au monde. Parce que il faut que tu t'entraînes, il faut que vraiment tu sois fort, tu sois rapide, tu sois puissant, explosif, que tu sois capable de réagir vite. Tout ça en réfléchissant très vite aussi, parce que tout va vite et que tu as des réflexes incroyables, tu vois. C'est un coup peut venir de n'importe quel côté, tu vois pas arriver, ton corps il faut qu'il soit prêt, un changement de direction, la même chose, donc c'est très dur sur tout ce qui est articulation et tout ça. Puis les contacts, quand tu plaques et tout ça là, ça, après un match là, t'as vite mal, donc si t'es pas entraîné là, tu peux vite finir blessé, quoi. Et j'imagine que le fameux programme que tu disais là, un peu hypertrophie, tu sais, 3x10, couché, 4x10, tout ça là, est-ce que tu l'as gardé ou il a évolué pour s'adapter? Moi je me suis entraîné avec Fred, donc je te dis là, à peu près ma première année là, même quand j'ai commencé le football, je continuais à aller avec Fred, mais après ça, moi je commençais un peu à stagner légèrement, mais de toute façon, je m'étais lié d'amitié avec les gars du football. Et puis c'est ça, justement, excuse-moi, je reviens là-dessus, tu m'as demandé si j'avais fait des sacrifices par rapport à la muscu et au football américain. Mais non, par contre, je faisais du BMX, donc du vélo quand j'ai commencé la muscu, et c'est ça qui a pris un peu le large, tu vois, que j'ai laissé aller, parce que justement c'est le football qui avait remplacé ça, c'était ma nouvelle passion, le football. Donc j'ai dégagé le BMX. Aucun rapport là, mais en tout cas, ça me fait penser à ce sacrifice-là que j'avais fait. Puis c'est ça. C'est ça, donc je me suis entraîné avec ces gars-là, ça a modifié mon entraînement aussi. J'étais pris en charge par des seniors donc dans l'équipe là, des mecs qui jouaient, qui avaient 25-26 ans, qui avaient joué beaucoup depuis longtemps dans plusieurs clubs souvent, qui s'entraînaient aussi pour le football. Et moi ma première année au football, je l'ai faite un peu de mon côté, mais mon entraînement s'était quand même adapté. Puis Clément, là, lui m'a pris vraiment en charge un peu plus au courant de l'année. C'est ça. Au courant de l'année, j'ai été pris en charge. Et puis, je suis arrivé la première année, j'étais vraiment mauvais, tu vois, première année de football. Puis à la fin de ma première année, j'étais un des meilleurs dans l'équipe junior, tu vois. Puis l'année d'après, j'étais déjà en senior, alors que j'avais pas le droit. Tu vois, donc toujours des petits combien, tu vois, qui existent, mais j'étais comme doublement surclassé, quoi. J'avais 16 ans, 17 ans du coup, 17 ans, et je jouais contre des mecs qui en avaient 35, sans problème, parce qu'en France c'est pas non plus un niveau, il y avait des vieux vignerons là de 120 kilos, pas capable de bouger, puis moi j'étais là tout jeune. Finalement la maturité était pas la même maturité physique, même si je m'entraînais, j'étais un meilleur athlète qu'eux. Les coups ils faisaient mal, quoi. Alors t'avais bien rattrapé ton retard de croissance pour le coup là. Ah là du coup là je l'avais même dépassé, moi je te parle, là, j'ai commencé la muscu, j'étais très j'étais pas maigre, tu vois, j'étais vraiment juste, pas de masse musculaire du tout, quoi, tu vois, donc skinny fat un peu pas skinny en fait, tu vois, plus fat que skinny. Mais puis en fait le premier focus a été la perte de poids, tu vois. J'étais pas obèse, donc j'ai rapidement perdu. Puis c'est de la recomposition qu'on a fait. Puis c'est ça. Puis après ça, à la fin de ma première année là, en fait je suis directement allé en sport-études dans ma deuxième année. Puis j'étais déjà à 1m83, entre 100 et 105 kilos, tu vois. Un beau bébé, quoi. Quand même, 17 ans. On reviendra après sur la perte de poids, parce que je pense que t'as vraiment pas mal de choses à partager là-dessus. On en a parlé hors enregistrement. Pour rester sur la combinaison entraînement football américain, est-ce que t'as des exemples d'exercices spécifiques que tu faisais en musculation ou en salle de sport qui t'étaient utiles ou qui étaient vraiment focalisés pour le football américain, pour une technique ou pour une préparation? Nous, c'était beaucoup en fait d'exercices, pas tant que ça, mais c'était surtout des mouvements explosifs qu'on allait chercher, donc beaucoup de jump squat avec, mettons, du lourd léger, de 3 fois max, tu vois, au squat, puis après ça, boum, un saut, box squat, pour travailler tes différents types de fibres musculaires. Qu'est-ce qu'on avait? On a beaucoup de deadlift, beaucoup de basiques en fait, des deadlifts, et puis beaucoup d'explosifs, donc de mouvements d'haltérophilie.
Très basé sur la force et sur l'explosivité. L'explosivité, exactement. Ça sert à rien d'être fort et lourd si t'es pas capable d'aller vite. Donc, tu sais, le but, c'était pas de devenir... Donc, l'entraînement, justement, était vraiment différent parce que moi, j'avais commencé, justement, avec un gars qui s'entraînait bodybuilding, quoi. Tu vois, donc, moi, tout ce que j'avais connu, c'était des choses comme ça, du développé couché, des écartés. Ouais, c'est ça, t'as dû revoir ta vision un peu de l'entraînement. Ça a complètement changé, tu vois. Tu sais, lui, il voulait jamais faire de squat. Tu sais, les cuisses, par contre, il entraînait bien les cuisses, tu vois. Mais c'était toujours de l'hypertrophie. Donc, tu sais, c'était toujours du 4x12. Des choses comme ça. Là, tu t'arrives, tu sais, on te dit, ben, tu vas passer sur du German volume, sur du squat, tu vois. Tu fais du 10x10, là. Ça fait bizarre, tu vois. Des choses comme ça, du hang clean, beaucoup de hang clean, power clean, tout ce qui était arraché, tous les exercices d'haltéro. Ouais, même de l'haltéro. Ouais, beaucoup d'haltéro. Ça a été intégré beaucoup plus au Canada. En France, pas trop, tu vois, même en sport-études, on en fait vite fait, pas tant que ça. Beaucoup de fentes, de mouvements comme ça aussi, tu vois. Les fentes, vraiment bon pour les cuisses, mais tu sais, vraiment utile parce que tu veux développer ta force. T'es pas là pour faire du bodybuilding, t'es pas là pour faire de l'esthétisme. Moi, tu me vois là, puis tu vois mon physique quand je joue au football, puis quasiment pas de bras, quoi, tu vois. On avait quasiment jamais d'exercice pour les bras. Moi, des fois, je m'en rajoutais, mais sinon très peu d'exercices, quoi. Tu vois, dans un programme, et puis c'est ça, tu fais ton split d'entraînement, c'est pas chest, dos, non, ça peut être, tu sais, explosivité un jour, force un autre, tu sais, puis je sais pas quoi, tu recommences, et puis c'est mixé aussi, ta préparation, elle est mixée aussi avec l'entraînement sur le terrain, donc tu sais, on faisait pas juste s'entraîner à la muscu, on devait aussi s'entraîner sur le terrain, même sans équipement. Tes déplacements, les choses comme ça, propres à ta technique et à la vitesse, t'étais obligé d'entraîner aussi au sprint, des choses comme ça. Il y a des programmes de vitesse et des programmes de muscu. Donc c'est assez difficile. Puis non, c'est ça, les exercices, comme je te dis, ça, pas du tout le même type d'entraînement. Tu es parti au Canada, combien de temps après ça? Regarde, j'ai fait après mon début de muscu au football. Oh, dans l'ordre chronologique, là. On a dit donc muscu à 15 ans, football à 16 ans, 17 ans, je rentre en sport-études à Bordeaux pendant 1 an. Ok. Ouais. Je savais pas, tu vois, que t'étais... que t'avais fait Non, que t'avais été à Bordeaux. Ouais, bah, j'ai fait mes études à Bordeaux, moi. Ouais, c'est ça. J'étais à Talence. Tu vois? Et le club, c'était à Pessac. Donc j'étais au lycée à Talence et au club à Pessac. Donc bon, c'est Bordeaux, quoi, tu vois. Ouais. Mais ouais, donc j'ai fait 1 an là-bas. Là, mon club à Narbonne a fermé. Le club de Bordeaux voulait que j'aille jouer pour eux. Moi, je m'entendais pas trop avec le coach. Du coup, j'ai dit non. Le club de football de Bordeaux. Le club de football américain. Hein. Ouais. Américain. D'accord. Toujours. Donc, il voulait que les joueurs du pôle de Narbonne, du coup, aillent jouer à Bordeaux. On n'a pas voulu. Il y en a un qui a accepté. Nous, on est tous revenus dans le sud. Mon ami Miguel, lui, il est parti au Canada après ça. Moi, j'ai été refusé cette année-là. Donc, on parle de l'année 2018 ans. J'ai été refusé au Canada parce que j'avais pas de diplôme et je me suis blessé à la cheville et j'ai pas fait non plus le stage équipe de France. Donc, la Coupe du Monde, j'avais été retenu pour le stage équipe de France, excuse-moi, en junior, mais j'ai pas pu faire la Coupe du Monde. Je me suis fait une grosse entorse à la cheville. Puis après ça, le coach de Bordeaux a fait une petite combine, peu importe. Donc j'ai pas été retenu pour aller jouer la Coupe du Monde. Donc la même année, tu vois, le même été, on parle d'un refus au Canada et finalement t'es pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Je me suis rendu quand même au dernier stage, tu vois, ils m'ont convoqué pour le dernier stage à Amiens, tout ça. J'avais manqué le deuxième, ils m'ont quand même appelé pour le troisième. Puis finalement, ils ont décidé de non. Donc c'est pas facile, tu vois. Mais j'ai gardé la tête assez haute, tu vois, j'ai continué à jouer. Je suis allé jouer à Perpignan pendant 1 an. Donc là on parle de mes 18 ans. J'ai refait ma demande l'année d'après pour venir jouer au Canada. J'avais passé un BEP entre-temps, qui fait que j'ai pu faire ma demande d'immigration. J'étais accepté, donc je suis arrivé ici, j'avais 19 ans. Ouais, exactement. Pourquoi le Canada? C'était par rapport au sport ou il y avait d'autres raisons? Ah, c'était au football. C'était uniquement football. Uniquement le football. Même ma vie, à ce moment-là, c'était uniquement le football d'ailleurs. Donc c'était uniquement le football. Puis pourquoi le Canada? Parce que c'est beaucoup plus facile d'accès que les États-Unis, beaucoup plus facile. Et puis la langue, moi, c'était pas un problème
pas que c'était pas un problème, parce que je savais pas parler anglais à ce moment-là, forcément. Mais j'étais prêt à apprendre, tu vois. Genre, pour moi, ça parle anglais, j'en ai rien à faire, je vais m'arranger, tu vois. C'est juste que aussi, mon entraîneur, du coup, à ce moment-là, Clément, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui a vraiment eu une énorme importance dans ma vie, tant au niveau entraînement, académique, que tout, tu vois. Lui, il était allé coacher justement à Ted for Minds, parce qu'il connaissait quelqu'un. Et, du coup, c'est là que je suis allé jouer. Il m'a dit, viens à Ted for Minds. J'ai failli ne pas y aller au dernier moment parce que j'avais fait un stage, encore une fois, avec des universités canadiennes en France, à Aix-en-Provence. Et là, il y en a un qui voulait que j'aille jouer au Cégep du Vieux-Montréal. Il me dit, oui, t'inquiète pas, même si c'est en retard, t'inquiète pas, tu viens jouer. Puis moi, j'étais déjà engagé avec, puis même, il y avait déjà le coach de McGill aussi qui voulait que j'aille jouer. Mais, j'avais pas mon diplôme, encore une fois. J'ai pas de bac. Puis j'étais accepté au Cégep, et puis j'ai dit, non, tu sais, je ferai le Cégep, puis je vais à Tedford, puis je regrette pas une seule fois ma décision. Alors, qu'est-ce qui t'a choqué là-bas, ou en termes de différence par rapport au football ou au sport de manière générale? C'est la rigueur dans l'entraînement, tu sais, l'importance que vraiment un gap qui est énorme. C'est énorme. Ah ouais. C'est énorme. Pourtant, moi, j'étais en sport-études, tu vois. Donc, en France, on parlait, tu vois, pour les juniors, moi, je faisais même les entraînements seniors et tout, mais tu sais, honnêtement, j'étais motivé. Mais en junior, c'était un entraînement par semaine, tu vois. Et un match, peut-être toutes les 2-3 semaines. C'est rien du tout. Moi, je faisais les 2 entraînements seniors, le soir, plus le samedi, junior. Et encore une fois, je faisais les 2 saisons. T'arrives au Canada, en saison, c'était 4 entraînements par semaine, 4 meetings et un match chaque semaine, tu vois. Donc, c'est pas la même préparation. Plus les entraînements, tu sais, plus les muscles, plus tout ça, évidemment. Plus les cours. Donc, du coup, ça aussi, grosse différence. En France, tu sais, tu joues, tu sais, les juniors, là, même seniors, tu sais, tu t'en fous, tu joues pour le plaisir, tu payes pour jouer. Là, tu sais, il y a vraiment une rigueur académique que tu dois avoir, que j'ai pas forcément eu d'ailleurs, mais qui est présente en tout cas. Tu sais, si tu veux jouer, tu dois quand même avoir un minimum, passer un certain nombre de cours, avec certaines notes, sinon t'es pas éligible en fait, et t'as même pas le droit de jouer. Donc comme je te dis, tu sais, il y a une rigueur qu'il faut écouter, comme je te dis. Moi, j'étais pas très sérieux, mais je me suis quand même toujours débrouillé pour jouer, quoi. Avoir au moins les prérequis pour jouer. Il y avait un coach spécifique qui te suivait? Il y en avait plusieurs, mais Clément notamment, j'ai habité avec lui directement à mon arrivée à Tedford. J'étais censé habiter avec d'autres joueurs français dans une maison où ils étaient 6 ou 7, donc tu sais, je te laisse imaginer un peu les... Grosse ambiance. Ouais, c'est ça, c'était vraiment ça, tu vois. Mais on habitait tous un peu, tu sais, dans nos apparts, donc c'était vraiment cool, mais j'habitais avec lui, donc lui, il m'avait aidé à me préparer déjà avant le Canada, physiquement. Puis j'étais vraiment sérieux de mon entraînement, puis c'est ça, en habitant avec lui, il a quand même été capable de me garder sous contrôle un peu, tu vois. Quand t'es arrivé ici, ton entraînement, il s'est modifié ou il est resté à peu près ce que tu faisais? Il est resté à peu près le même. Je suis arrivé ici, puis physiquement déjà, je me démarquais, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé l'entraînement, et donc. C'est quoi que t'aimes dans l'entraînement? Ce que j'aime dans l'entraînement, que j'ai du mal à retrouver d'ailleurs dernièrement, mais ce que j'aimais dans l'entraînement, c'était un moment pour soi, quoi. Tu vois. Il y en a qui parlent de méditation, tu sais, une espèce de méditation active quand tu t'entraînes, quand t'es en salle de musculation, en gym, quand tu fais tes moi du tout. Moi justement, c'était comme un échappatoire, mais vraiment. C'est-à-dire que c'était 1 heure, tu vois, où limite j'étais plus la même personne, tu vois. Donc j'arrivais, puis tu t'entraînes, tu sais, je mettais la musique, puis c'est juste... Excuse-moi, je te coupe 30 secondes. Vous vous entraînez pas ensemble? Toi, tu prenais la décision d'y aller tout seul à des horaires particuliers? Alors, ça dépend, mais oui, l'entraînement muscu, c'était un peu... des fois, on en avait des obligatoires, et puis d'autres à des heures libres, tu vois. Je me rappelle plus exactement la structure au cégep. Tu sais, des fois, ils disaient, bon, tu sais, pendant la saison, pour pas que, tu sais, on remplisse la muscu, parce que c'était une salle de muscu avec d'autres, on devait y aller à telle heure ensemble, tu vois, on créait des groupes. Puis pendant la saison morte, on pouvait y aller un peu n'importe quand. Ouais, c'était des choses comme ça. Puis après, à McGill, il me semble, c'était l'inverse. Pendant la saison, on pouvait y aller à l'heure qu'on voulait, parce que c'est à cause des cours. Et par contre, pendant l'off-season, c'était obligatoire à des heures précises. Mais ma dernière année seulement.
Donc, mais peu importe, c'était quand même le moment où, ben, t'as raison, en fait, parce que, tu sais, je parlais un peu plus, du coup, quand j'étais dans la salle, à McGill. Mais malgré ça, je parlais pas avec les gars vraiment. Un peu plus au début, mais après ça, non. Et puis j'ai même eu du mal à avoir des partenaires d'entraînement souvent, tu vois. Parce que, tu sais, pour moi, tu t'entraînes, tu vois. Il y a pas de, on parle, il y a pas de quoi que ce soit comme ça, tu vois. Parce que c'est comme ça que j'ai appris. Puis c'est comme ça que j'ai aimé, comme je te dis. Donc du coup, c'était vraiment une heure. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui pense vraiment beaucoup tout le temps à toutes les solutions possibles, imaginables dans chaque aspect de ma vie. Tu sais, peu importe ce que c'est, tu vois. Genre, qu'est-ce que je mange ce soir, tu vois. Puis je suis toujours en train de faire 10 000 films. Puis justement, là, en t'entraînant, tu sais, tu suis quelque chose, et puis tu oublies de penser. Tu vois ce que je veux dire? Tu te poses pas de questions, quoi. T'as un programme, tu le fais, c'est réglé. Puis c'est toujours toi contre toi-même. Il y a personne, tu sais, autour de toi pendant ton set. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, tes inspirations de programme ou d'exercice, c'était il venait d'où? Alors à ce moment-là, si on parle de quoi? On parle de mes années au Canada? Ouais. Ouais. Quand tu t'entraînais en musculation spécifique tout seul, là, par exemple, tu vois? Ouais, on avait des programmes d'entraînement qui nous étaient donnés par position. Puis ouais, c'est ça. Ok, donc c'était pas toi qui choisissais tes exercices. Non, on faisait les programmes par nous-mêmes. Mais des fois, par contre, moi, comme je te dis, je me rajoutais des programmes, des séances, et là, je faisais un peu ce que moi j'aimais. Donc, tu sais, peut-être des fois un peu plus, toujours cet amour de l'entraînement, plus bodybuilding un peu, tu vois. Donc, t'aimes bien aller chercher la congestion? J'aimais ça, ouais, j'adorais ça, ouais. Donc, plus que la force. J'aimais la force, puis j'étais relativement fort. C'est tout. Évidemment, on va pas me comparer à un athlète de force, mais je veux dire, j'étais quand même assez fort. Mais non, j'aimais l'entraînement, ouais, j'aimais la congestion, ouais. Ça j'aimais ça. J'aimais voir que, tu sais, quand tu t'entraînes, c'est vrai que c'est un peu orgueilleux de dire ça, mais tu sais, quand tu t'entraînes là, tu sais, quand t'es congestionné au niveau, tu sais, t'es quand même satisfait, comme on dirait, c'est comme un résultat immédiat que t'as, tu vois. La force, c'est vraiment bien, mais tu sais, quand tu fais un programme de force, il faut que tu attendes la fin du programme pour commencer à voir vraiment les résultats. Tu sais, tu vas augmenter de semaine en semaine, mais tu sais, mettons, tu pars sur du 5x5, puis après ça, après 2 semaines, tu passes à 3x3, puis tu sais, ça 3x2, puis 3x1. Et là, tu vas être heureux, tu sais, quand tu vas soulever vraiment, tu sais, boum, j'ai pris 20 livres ou 30 livres au développé couché de plus, tu vois. Boum, mais c'est pas la même chose. Vraiment, ce sentiment-là d'être congestionné et de t'entraîner, c'est quasiment immédiat, et c'est quelque chose que les gens aiment bien, ouais. Ouais, à la fin de la séance, qu'elle est vraiment bouclée, que t'as du résultat immédiat, comme tu dis. Il y a un petit côté aussi surpuissant. Tu sais, t'as l'impression d'être sur toi, en fait, tu vois, c'est ta version, Une meilleure version de toi-même, quasiment, ouais. Ben, c'est ça qui est bon. Puis en plus, tu rajoutes à ça, petite libération d'endorphine, et puis, tu flottes, quoi. Ouais. Est-ce que ça te fait des feedbacks sur quand t'avais 15 ans et que t'avais cette espèce de complexe, cette difficulté à croître, à grandir, tu vois? Ouais, ben. Est-ce que des fois quand t'étais en pleine congestion comme ça, tu te rappelles ces moments-là? Non. Ou c'est complètement oublié, ça? C'est pas complètement oublié, mais c'est juste que j'ai jamais réalisé que j'étais plus vraiment la même personne, tu vois. Donc moi, je me suis jamais vraiment vu, tu vois, comme tu sais, ça a pris du temps avant que je réalise que moi-même que, tu sais, j'avais changé. Donc tu sais, je me voyais toujours un peu la même personne, en fait, tu vois. C'est comme si tu réalisais pas que t'avais grandi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, moi, dans l'entraînement, j'étais toujours dans la recherche de plus. Du coup, je me sentais toujours un petit peu comme ça parce que je cherchais toujours à avoir mieux, donc j'étais jamais satisfait de ce que j'avais. Donc je me regardais jamais vraiment en me disant genre waouh, tu sais, sacrée revanche. Non, jamais. Je continue à regarder vers l'avant, toujours à vouloir mieux. Donc non, j'ai jamais eu ce sentiment de j'ai pris une bonne revanche sur la vie, tu vois. J'ai changé mon physique. Ça a pris vraiment du temps, ça, avant d'arriver. Ça a pris du temps, ouais. Donc là, t'es au Canada, tu t'entraînes, du football américain pendant plusieurs années. Ouais. Et après, tu décides d'arrêter. Ben en fait, ouais, c'est ça. Ben je me suis, comme je te dis, j'ai joué à Tafelman, j'ai fait 3 ans, et j'ai eu énormément de blessures. On y reviendra après sur les blessures. Ouais. Mais du coup, j'arrive à McGill, et ma première année, encore une fois, blessure. On y reviendra après donc. Mais ouais, c'est ça. Je me blesse, j'ai 22 ans. C'était en 2013. Je reste dans l'équipe quand même. Donc, et je fais 2 autres off-season
mais je joue pas. Donc parce que ma deuxième année, je joue pas parce que mon opération a été faite en avril. Tu vois, McGill, ils m'ont fait me faire opérer en avril, alors je me suis blessé en novembre, tu vois. Mais du coup, de avril, pour revenir jouer la saison en août, c'était le ligament croisé, ma blessure. Du coup, après ça, j'ai continué à m'entraîner quand même vite fait 2 années. Donc, j'ai quand même fait l'off-season. Ma deuxième année, j'ai pas joué à cause de ma blessure, donc je me suis fait opérer trop tard. Et l'année d'après, c'était pour des raisons financières. Je devais trop d'argent à l'université. Alors du coup, ils voulaient pas que je me réinscrive. Je pouvais pas renouveler mes papiers. Du coup, si j'étais pas inscrit à l'université, bref, un petit bordel administratif. Et du coup, ben voilà, j'ai arrêté de jouer comme ça, tu vois, tout connement. Mais j'étais prêt parce que je m'étais vraiment préparé bien comme il fallait pendant ma off-season. On pouvait revenir si tu veux. Mais ma dernière off-season, là, j'étais vraiment j'étais quasiment revenu. La vitesse, c'est le seul truc que j'ai jamais récupéré vraiment, mais ma force, tu vois, j'étais vraiment fort. J'étais à 245 livres. J'étais de poids de corps. Ouais. 110 kilos à peu près, là, tu vois. En un an, quoi, tu vois, j'étais passé, j'avais repris déjà 10 kilos, là. 10 kilos de masse, là, tu vois. J'étais fort. Mais c'était le plus fort que j'avais jamais été. Mais, ouais, c'est ça. Donc, j'ai arrêté le football à ce moment-là, mais je me suis toujours entraîné, donc je faisais les séances avec l'équipe et tout ça. Ouais, psychologiquement, t'étais prêt à arrêter ou ça a été un coup dur? Comment tu l'as géré, ce truc? Ou t'étais préparé et tu voulais passer à autre chose? C'était un ras-le-bol, ça m'apportait plus de négatif que de positif au final, tu vois. C'est énormément de contraintes, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas, tu sais, l'hiver, c'est déconseillé d'aller skier parce que si tu te blesses au genou, bah, tu sais, tu vas rater ta saison, faites attention, sortez pas trop, tu sais, moi, il y a eu des années au cégep, là, j'étais quand même jeune, et puis, tu sais, je sortais pas du tout, quoi, tu vois. Je faisais juste me coucher très tôt, je me levais, j'allais m'entraîner, je faisais attention à ce que je mangeais, je m'entraînais 2 fois par jour. Donc tu sais, tu passes quand même à côté d'une partie importante de ta vie, même si je regrette rien du tout. Comme je dis, j'ai adoré m'entraîner à ce moment-là. C'était ça qui me satisfaisait. C'était pas du tout d'aller boire un verre avec des amis ou quoi. C'était juste m'entraîner, focus. Ouais, donc c'est ça. Mais trop de contraintes au final pour ce que ça m'apportait, tu vois, parce qu'il y avait pas de positif, donc je jouais même plus en fait dans l'équipe, tu vois. Donc du coup, c'était un peu naturel d'arrêter. Ça a été un peu facile au début, tu sais, parce que tu vois juste les mauvais côtés à la fin, tu sais, c'est un peu comme tout, quand t'en fais trop, tu vois juste les mauvais côtés, t'oublies ceux dont t'es tombé amoureux au début et ceux pourquoi t'es tombé amoureux. Donc, dans mon cas, c'était le football. J'avais oublié, tu sais, le plaisir que tu peux avoir à jouer là, tu sais, un après-match, quand tu gagnes là avec tes potes. C'est dur de retrouver ce sentiment-là, tu vois. Vraiment là, c'est vraiment bien. Puis tu sais, jouer la beauté du sport. Sauf que moi, tout ce que j'avais, c'était les contraintes. Va t'entraîner à 6h30, tu sais, même l'entraînement, attends. On commence à 7h, donc le bus était à 6h10, je me levais à 5h30, tu vois. Va te lever à 5h30 en janvier à Montréal, va prendre le bus, tu sais, c'était un peu relou. Puis tous les matins en plus. Et tu peux pas vraiment travailler, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas sortir. C'est quand tu te lèves à 5h30 le lendemain matin, tu peux rien faire, t'as pas de vie. T'es jeune pourtant, tu vois. J'avais, comme je te dis, 22, 23, 21. C'était jeune, tu vois. Et, bon, je sortais pendant la saison quand même, hein, mais quand même, à la fin, là, j'en avais marre. J'en avais un peu marre, tu vois. Donc ça a été dur, mais c'était normal. Ok. Alors ce qui t'a fait, ce qui t'a mis le pied à l'étrier de l'arrêt, on va dire, c'est une entorse du genou, si j'ai bien compris. Exactement. C'est. Comment t'as fait ça? C'est une rupture partielle des ligaments croisés, donc je me suis opéré. Changement de direction tout con contre l'université de Montréal en plus. Même pas un choc. Non, même pas un choc. Je cours là, le gars arrive face à moi, on est sur un retour de beauté de dégagement. Donc on renvoie la balle à l'adversaire. Le joueur de l'équipe adverse rattrape le ballon, il commence à courir, puis il fait un petit changement de direction, mais rien de fou, tu vois. Puis moi, je plante pour m'adapter, et sur le changement, c'était un terrain synthétique. Puis moi, je jouais, j'avais les chevilles, je m'étais blessé régulièrement, donc du coup, tu sais, je les faisais taper, les chevilles. Donc du coup, elles bougeaient pas, donc c'est le genou qui a pris sur le changement de direction, et ça a déchiré mon ligament, ouais, donc douleur assez forte. Est-ce qu'il y avait une fatigue derrière, un surentraînement qui a conduit, tu penses, à cette blessure? Ça se peut. Et je me suis fait des entorses aux 2 chevilles juste avant la saison.
C'était difficile aussi là, donc beaucoup de blessures, ça a dû y jouer aussi. Tu t'es fait opérer alors de ce genou Ouais. Quelques mois après. Quelques mois après, exactement. Donc je me suis préparé très fort avant ça, évidemment. Le but c'était de renforcer au maximum avant mon opération, parce que c'est quand même une grosse opération. Tu peux pas bouger après ça. Trop. Ils t'ont Ischio. Ils t'ont pris un bout d'ischio pour en faire un ligament croisé. Exactement, sauf que j'avais les ischios faibles, donc du coup celui-là il est jamais vraiment revenu. Puis par contre, ils avaient jamais vu ça, tu vois, à la clinique. J'ai lâché mes béquilles 10 jours, tu vois. En 10 jours, j'avais plus mes béquilles, du tout. Tu vois, après une opération des ligaments croisés, tu sais, je croisais des mecs, 1 mois après, ils avaient encore les béquilles, quoi. Comment t'expliques ça? Une volonté, honnêtement, je me levais là, puis c'était une volonté, rien de surhumain, tu vois. Je vais pas dire, moi j'ai une volonté que les autres n'ont pas. C'est juste que, je sais pas, je me levais et puis c'était impossible pour moi. J'arrivais pas. En fait, tu peux pas plier ton genou, en fait, du tout, tu vois. Tu peux essayer, t'arrives pas. Comme ton tendon est trop stiff, là, un peu, tu sais. Il faut que tu travailles, donc du coup, chaque matin, je posais le pied là et je forçais pour avancer au maximum. Puis, je pense, avant la fin de la première semaine, avant la fin de la première semaine, parce que tu sais, au début, tu es sur le vélo et puis tu fais, tu sais, de l'avant vers l'arrière. Tu peux même pas faire un cycle complet avec les pieds sur les pédales. Donc tu fais de l'avant vers l'arrière et puis moi, en moins d'une semaine, je faisais le cycle complet, il me semble, tu vois. Puis, même pas 3 semaines après mon opération, tu vois, j'étais dans l'avion pour la France. Donc, non, je suis revenu quand même très vite. Très vite. D'accord. Est-ce que tu as eu d'autres blessures Alors, pour rester juste sur le football, tu m'as dit les chevilles. J'ai les chevilles, ouais, entorse aux chevilles, plusieurs fois. Ouais. Une quand j'étais jeune, notamment une grosse quand j'étais jeune, qui m'empêchait d'aller faire la Coupe du Monde, donc aux États-Unis, avec l'équipe de France. Et surtout aussi, j'ai été rappelé pour l'équipe de France senior ce coup-ci. Donc on devait jouer un match amical contre une université américaine. Et je fais le stage, donc je reviens en France exprès pour ça. Et on fait les tests. Et là, je veux faire les tests absolument, sauf que j'avais une petite blessure à l'ischio. Ils me disent le 40 donc le test de vitesse, il vaudrait mieux pas le faire. Sauf que là, du coup, il y avait des entraîneurs d'université américaine sur place. Ah, tu voulais te faire remarquer. Je voulais me faire remarquer, tu vois. Et puis, je vois qu'ils sont impressionnés par certains résultats. Et moi, je savais que je courais plus vite que ça. J'étais vraiment, tu sais, j'étais quand même dans les rapides. Donc, du coup, je suis si impressionné par ça. C'est sûr qu'il faut que je le fasse, tu vois. Et je fais l'échauffement, je vais voir le préparateur physique, je dis ok, il faut que je le fasse. Il dit ok, bon ben comment ça t'échauffer? Fais ça. Puis tout qu'on là sur un mouvement pour échauffer un peu les quads là, comme des sauts vers l'arrière un peu, tu sais, comme des longues foulées vers l'arrière. En décélérant, la cheville tombe sur le côté, mais du coup de tout mon poids, ça claque, je tombe, une douleur foudroyante là. Vraiment ma cheville mauve, elle a triplé de volume. Donc j'avais un pied d'éléphant, tu vois. Donc impossible de jouer. Pourtant le lendemain, tu vois, le soir même, le comment on appelle ça en France, le kiné. Donc les kinés en France, qui sont pas les mêmes que les kinés ici. Ouais, ici c'est les physios. Ouais, c'est ça. Il me dit ben on peut essayer quelque chose. Il dit ça te fait super mal, mais ça peut t'aider à guérir plus vite. C'est te masser exactement là où tu t'es fait mal à la cheville, tu vois. C'est-à-dire qu'il a vraiment appuyé. Ça a été une douleur atroce, mais je l'ai fait. C'est censé aider à récupérer. Horrible, tu vois, la douleur. Le lendemain, quand même, je me lève, je me fais taper la cheville encore une fois et j'essaie de... Taper, pour ceux qui savent pas, c'est ce sont des bandes pour maintenir l'articulation dans certaines positions. Ouais, c'est ça, exactement. Comme du strap, comme on dit en France. C'est souvent avant un match, avant un entraînement, ouais, exactement. Quand il y a une petite faiblesse sur... c'est ça, exactement. Musculaire. Ou comme si ça peut être les ligaments, tu sais, le poignet là, ça peut être préventif aussi, tu vois. Donc moi je me faisais taper les poignets, même si j'avais pas de problème forcément. Ça te permettait de le garder dans l'axe. Ouais, c'est ça, c'est pour éviter, tu sais, sur un contact qui parte dans une mauvaise direction et que tu te le fous ou peu importe. Donc ouais, c'est ça. Donc ouais, ça, je suis quand même tapé le lendemain matin et j'essaie de courir dessus, mais bon, impossible, tu vois. Juste jogger, c'est pas possible. Malgré ça, le 3e jour, j'ai déjà plus les béquilles, tu vois. Je pense même le lendemain, j'ai plus les béquilles. Je boite, mais j'ai plus les béquilles. Je supporte pas ça. Ouais.
je supporte pas les béquilles, donc je les enlève, je marche dessus, puis je veux me réentraîner. Finalement, le stage durait une semaine, je me suis blessé le deuxième jour. Tu vois, le match était le dimanche. Du coup, je rentre le vendredi. Donc ça, je me blesse le mardi, je rentre le vendredi, c'est quoi? C'est mardi, mercredi, jeudi, c'est même pas 4 jours. Puis je marche normalement sans rien, personne qui me voit marcher pour dire que j'ai une entorse. Je demande à ce qu'ils me piquent avec de la cortisone pour que je fasse le match. Mais ils me disent que vu que c'est un match amical, ils disent, ça vaut pas le coup. J'avais ma saison à McGill qui arrivait 2 semaines après. Ouais. Ça valait pas la peine, tu vois. Donc, du coup, ce serait un championnat, on te le ferait. Là, rentre, c'est pas grave. Très dur, encore une fois, sur le moral, beaucoup de préparation derrière ça. J'arrive, le temps de me prouver, d'essayer de prouver ce que je vaux. Je me blesse, ça me fait chier, c'est très très frustrant. Mais bon, je rentre, comme je te dis, et c'est drôle que tu vois, je croise une fille justement dans le train. Son père l'aide à s'installer, entorse à la cheville. Ça faisait 3 semaines qu'elle l'avait, tu vois, puis encore, le plâtre, tout, tu vois. Donc, encore une fois, je supporte pas ça, moi, vraiment, être blessé. En contrôle de ton corps. Exactement. J'ai eu ça. Deux grosses. J'ai eu 2 entorses au cervical aussi. Football toujours. Football toujours. Qu'est-ce que j'ai eu? Dû à l'entraînement, football, sprint, claquage aux ischios, plusieurs, un au quadriceps, un au moyen fessier. Qu'est-ce que j'ai eu? Les poignets, j'ai eu de la chance quand même de pas avoir quoi que ce soit au poignet. Ça a été vraiment les chevilles, genoux, ischio, fessiers, quads. Je me suis légèrement déchiré le pec, mais ça c'était en m'entraînant à la muscu. Le dos aussi, en s'entraînant à la muscu. Ok, il te reste des séquelles aujourd'hui là de ces blessures? Donc les séquelles, il y en a vraiment 2 sortes, tu vois, ça va être vraiment physique. Donc mon ischio, je le sens, que il est beaucoup moins développé, il me fait un peu plus mal, tout ça. Mon pec, même chose, le dos aussi. Et comment tu fais pour entraîner l'ischio? Tu fais beaucoup d'unilatéral pour le coup? Comment t'as choisi? Mes jambes, je les entraîne quasiment plus. Quasiment plus mes jambes. Elles ont une facilité de maintien et de croissance assez impressionnante. Donc du coup, j'ai pas besoin de les entraîner pour qu'elles se développer. Donc le truc, c'est que moi maintenant, je suis plus dans un physique, j'allais te dire quasiment de base, tu vois. Donc mon but, c'est même pas d'être le plus fort, quoi que ce soit. Je veux juste être en forme. Puis je veux avoir un physique balancé, donc je veux pas avoir des cuisses énormes. Ça m'intéresse pas, donc je les entraîne quasiment plus. Mes ischios, T'as la chance. J'entraîne, oui et non, tu vois, c'est pas le genre de partie, mettons, en plus j'aime entraîner les jambes, parce que c'est quelque chose de très, 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 très challengeant, très demandant, donc j'aime beaucoup ça, ça fait mal, et puis, alors, je veux pas paraître sado non plus, tu vois, mais, je veux dire, j'aime entraîner les jambes, d'accord, il y a un défi derrière ça. Ah, il y a un côté, dépassement absolu, quoi. Exactement, il y a un côté aussi, moi je le fais, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu les fais tes jambes là, je le fais pas pour qui que ce soit, mais quand tu mets les plates au squat là, tu le fais, puis tu sais toi que tu te démarques un peu, tu vois, parce que les jambes, il y en a très peu qui le font, d'une part parce que c'est plus ou moins caché, mais surtout, et les gens s'en rendent compte quand ils font des vraies séances jambes, que on n'est pas sur du curl, on n'est pas sur c'est extrêmement difficile là, tu vois, tu fais une série, tu prends la presse. Puis, tous les mecs qui mettent 30 plates de chaque côté, là, tu prends la moitié, et là, tu dis juste, fais une série dégressive avec, ton full range of motion, là, ton amplitude. Ton amplitude complète, exactement. Fais ta presse en amplitude complète, et en série dégressive, tu commences avec, 10 plates total, là, tu vas jusqu'au max, t'enlèves, tu mets 4, t'enlèves, tu mets 3. Ça te tue, tu vois. Mais là, tu viens chercher du challenge psychologique que j'aimais, tu vois. C'est pas la même chose que sur des curls ou des choses comme ça, tu vois. Oui, ça fait mal, mais c'est pas la même chose. Et puis même, je sais pas si t'as remarqué, mais tu vois les pratiquants qui vont faire une série de 10, série de 12, peu importe. Ils pourraient faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 répétitions de plus derrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de challengeant, comme tu dis, et d'aller au bout, quoi. C'est que derrière, il y a possibilité de faire 10 reps de plus sur chaque série. Mais avec des mecs, en plus, qui ont des bons physiques, des physiques décents, qui s'entraînent fort aussi. Combien de mecs vont te dire, mais moi, combien de mecs sont à la recherche, là, de l'ingrédient magique pour des gros bras?
tu vois. Ah non, mais moi je fais des supersets, mais je fais des séries dégressives. Ah oui, mais moi je fais des max, du pyramidal, les 21, les fameux 21, 7 en haut, 7 en bas, 7 complet. Ouais, c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait ça au squat, tu vois. Personne ne va chercher, tu sais, les jambes là, c'est vraiment, tu restes sur les basiques et personne cherche à torturer les jambes. Déjà, il y a ça pour le côté, je fais de la musculation, j'entraîne tout. Je me dépasse, etc. Et puis il y a aussi le côté posture, un déséquilibre avant-arrière, ischio, quadri, c'est pas bon pour le genou, déséquilibre fessier, abdos, encore que faudrait faire des abdos, mais ça aussi, ça joue vachement sur la posture, l'orientation des lombaires, du bassin, et sur les blessures, même en dehors de l'aspect esthétique, tu vois. Ouais, c'est ça. Ta question? Pas de question. Ok. Après, je me disais, c'est une remarque. Qu'est-ce que j'ai à répondre? Non, c'est une remarque, c'est pour en discuter, ça. Absolument. Là, on parle entraînement, musculation. Il y a un côté performance, mais il y a aussi le côté où on veut pas se blesser, où on veut avoir un corps qui reste solide, qui reste efficace, quoi. S'entraîner, exactement. C'était, donc, moi, quand je suis au football, si je te parle de congestion, de ça, tout ça. Mais au football, l'entraînement, c'était pour être performant sur le terrain. On s'en fout du physique et ne pas se blesser, quoi, tu vois. Ils veulent pas un joueur qui fait un match 100% et puis qui est mort, tu vois, et qui est pas capable de revenir. Ils veulent un mec qui va durer, tu vois, et surtout, en plus de ça, tu sais, c'est des entraînements très difficiles. Si tu t'y donnes, ça te forge le mental parce que derrière, même quand t'es blessé, ils veulent que tu joues, tu vois. Donc, jouer à travers les blessures, c'est difficile. Donc, ouais, quand je te dis, moi, honnêtement, physiquement, mes années de football, c'était pas mon top physiquement, tu vois. C'est pas quand je joue au foot. Esthétiquement, ouais. Athlétiquement, incroyable. Alors quand tu dis esthétique, en fait, c'est que j'imagine t'avais un body fat un peu plus élevé par rapport à quelqu'un qui souhaite être dans l'esthétisme, parce que là ton objectif c'était avoir du kilo, c'était avoir de la performance, de l'explosivité, quitte à avoir je sais pas 15 20 je sais pas alors j'étais 15-20% de masse, mais en fait ça c'est aussi ce qui fait que tu tiens sur un match, que t'es exactement c'est du poids, tu sais, après c'est du poids en plus, tu vois. Mais après en saison j'étais toujours plus léger, évidemment, parce que le rythme est très intense, c'est vrai que les entraînements, la muscu, les études, les matchs, tu sais, c'est très intense. Mais tu sais, j'étais à peu près en saison entre, ça dépend des positions, j'ai joué à beaucoup de positions aussi, mais peut-être en dessous de 15%, tu vois. Mes dernières années quand même où je jouais, mes 2 dernières années j'étais en dessous de 15% quand je jouais, je pense. J'en suis sûr, en fait, ma dernière année 15% environ, mon avant-dernière, mais avant ça pouvait être du 17-18, donc c'était quand même très raisonnable. Mais par contre ça, tu sais, j'étais super rapide, j'étais super fort. Donc, tu sais, c'était juste esthétiquement, mais tu sais, ce gras-là, c'était pas un frein à mes capacités athlétiques, en fait, tu vois. Donc, j'aurais pu avoir un meilleur physique, mais je m'entraînais plus pour la performance. Donc, tu sais, ce surplus de calories que je mangeais m'aidait aussi pour la force. Donc, tu sais, j'avais beaucoup plus c'est difficile de prendre de la force, de la performance si t'es en restriction. Et sécher, tu sais, si t'es en déficit calorique, aller chercher de la force derrière, tu vois. Ça va être en fait, c'est parce que tu vas pas être capable de mettre la même intensité non plus dans les entraînements, parce que tu sais, c'est pas la même énergie. Système d'énergie, c'est ça, c'est pas le même système d'énergie non plus, tu vois. Donc non. Pour revenir sur le pec, tu m'as dit que tu l'étais déchiré en entraînement. Ouais, développé couché classique, là un peu trop lourd, et puis c'est tout. J'avais pas la meilleure technique, tu sais, ça m'est arrivé, tu sais, les gars qui laissent un peu rebondir la barre sur leur chest là pour la pousser. Ouais. J'ai fait bien partie de ces gars-là pendant un petit moment, ouais. Donc, tu l'as ressenti sur le coup? Ah, sur le coup, ouais. Directement. Ouais. C'était pas super lourd non plus, là, c'était du 120 kilos, peut-être, quelque chose comme ça, tu vois, donc, c'était pas mal, déjà. Ouais, mais je veux dire, c'était pas non plus énorme, et ouais, je l'ai senti direct, mon ami a repris la barre, puis ça m'a fait mal pendant un moment, ça m'a fait super mal pendant un moment. Ouais, c'est la blessure classique en musculation. Hein. Tu vois, j'ai toujours là, puis j'ai très mal dans le tendon aussi, puis je le sens toujours, ça ici, ça. Toujours le tendon qui est comme sorti un peu, je sais pas exactement. Ouais, t'as un trou, une espèce de trou dans le pec. Le tendon est vraiment, comme tu le sens avec le doigt là, tu le sens. Il est très fibreux. Exactement, très 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 fibreux, comme tu peux le sentir là, tu sais, tu
peux en sentir un là, puis un. Donc on dirait limite, tu vois, une toile d'araignée, le truc, tu vois. Et je le sens quand je m'entraîne. Je le sens, il faut que je fasse attention. Donc, et comment tu fais justement? Ben c'est ça. Donc tu vois, comme je te disais, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu les séquelles physiques directes et les séquelles mentales. C'est-à-dire que tu sais, derrière ça, j'ai jamais été capable de resprinter à 100%. Après mon opération au genou, impossible de me donner à 100% parce que toujours la peur que cette ischio lâche. Même chose à la muscu un peu, tu vois. Jamais été capable. Donc là, moi, surtout depuis que j'ai arrêté le football, de l'entraînement, j'aimerais dire plus intelligent. Mais non, c'est pas plus intelligent. Mais c'est juste que tu sais, je vais travailler plus avec du temps sous tension, plus moins lourd. Beaucoup moins lourd, exactement. Tu sais, venir, tu sais, parce que moi je m'entraînais au final lourd toujours un peu. C'était la façon de faire. Tu sais, tu t'entraînes un peu lourd et t'as pas forcément de connexion muscle-cerveau. T'étais moins sur le travail musculaire et plus sur le travail de performance. Ben c'est ça, exactement. Là, maintenant, mon but, c'est ça. Mais même après le football, je m'entraînais lourd, tu vois. Ça marchait, ou même léger. Mais j'étais, parce que c'est ça aussi, à faire attention à ça, c'est que, faire attention, non, on s'en fout. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui te disent, tu sais, je fais ça comme exercice, ça, oui, mais pourquoi? Parce que je fais ça. Et comment tu le fais? Je le fais comme ça. Ok, tu sais, tu le vois faire. Et là, tu te rends compte que le mec, en fait, il te dit, ouais, mais il faut mettre lourd, il faut le faire comme ça. Ouais, mais t'entraînes pas un mouvement, tu vois ce que je veux dire? T'es pas en train de développer un mouvement, t'es en train de vouloir développer ton muscle. Donc, ça sert à rien de faire, tu sais. Donc, du coup, tu vas en entendre des mecs qui vont te dire, ah oui, mais quand tu fais le développé couché, il faut toucher absolument le pec, il faut absolument monter jusqu'en haut. Ouais, alors déjà, ça va dépendre de la morphologie, en premier lieu. Alors, ça va dépendre du niveau. Effectivement, si celui qui s'inscrit, qui commence en salle de musculation, il prend la barre à vide à 45 livres, à 20 kilos, il peut descendre jusqu'à la poitrine, il risque strictement rien. Bon, après, quand ça fait quelques mois et même quelques années que tu pratiques la musculation, c'est intéressant de commencer à mieux se connaître, avoir une idée de sa morphologie, si tu es toujours dans la musculation, toujours à vouloir progresser. À ce moment-là, avec 60, 80, 100 kilos, c'est pas la même chose de descendre au niveau de la poitrine, surtout si tu as une amplitude hyper grande. Et ce que tu risques à ce moment-là, si en plus ta technique est pas hyper bonne, ben là tu risques quoi? Soit de te déchirer un pec, soit de te faire des tendinites. Donc effectivement, ouais. Puis tu sais, au football en plus, tu sais, quand je te dis, nous par contre c'était ça, t'entraînes un mouvement, c'est-à-dire que tu sais, développé couché, si tu touches pas, si la barre touche pas tes pecs et va pas jusqu'en haut, c'est pas un mouvement complet, tu vois. Donc tu sais, quand tu fais les tests et les choses comme ça, donc toujours c'est des mouvements. Donc tu sais, c'était ça aussi le switch à faire, c'est d'arrêter d'entraîner un mouvement et entraîner un muscle à la place. Tu sais, quand je dis développé couché, 140, 150, 160 kilos, il faut que ça touche quand même les pecs et que tu remontes jusqu'en haut. Pourtant, tu faisais même pas de powerlifting. Non, mais on est testé. On est testé sur la force, donc c'est des tests, nous, au football américain, c'est des tests de vitesse. Et il n'y a pas de personnalisation? Du test? Ouais. Enfin, c'est hyper compliqué de paramétrer. C'est ça, en fait, c'est ça le problème, c'est que si de personnalisation, ça va être par position, mais après ça. Mais léger, comme on s'attend à ce que tous les joueurs de football aient au moins une base, donc ça va être la force, développer couché, à 100 kilos, combien de répétitions tu peux faire? Donc ça va chercher pas seulement la force, surtout dans l'endurance, tu vois. Donc on va savoir combien tu es capable d'en faire. Parce que aussi ça standardise un peu aussi quand même, tu vois, c'est à 100 kilos, combien tu es capable de faire. C'est pas, tu sais, combien tu fais ton max à 160, à 180, je veux dire. C'est toujours 100 kilos, c'est 100 kilos. Donc c'est ça. Après ça, t'as le saut vertical, tout le monde saute, d'accord. Donc là, ceux qui sont plus forts, évidemment, tu sais, au développé couché, qui sautent moins haut parce qu'ils sont plus lourds, ben là, c'est ceux qui sont plus légers qui ont une chance de sauter plus haut, même s'ils ont levé moins lourd. Et après ça, qui compense. Exactement. Et après ça, t'as le 40 yards. Donc, c'est environ 38 mètres. Et c'est un sprint sur 38 mètres. Puis là, encore une fois, bah, tu sais, les plus gros qui ont levé plus lourd, généralement, vont être un peu moins rapides. Là, les plus rapides qui ont levé moins légers vont se démarquer. Et du coup, t'as un profil quand même assez intéressant d'un athlète. Tu sais, si je te dis, t'as levé 20 fois 100 kilos, t'as couru 4 secondes 5 le 38 mètres et tu sais, t'as sauté 38 pouces. Ok, t'es un athlète, tu vois. Et c'est ça, ça ressemble vraiment à ce qu'on pourrait appeler un athlète complet, qui serait bon en force, en rapidité, en explosivité aussi. Ouais. Puis après ça, derrière, bon, ben, tu sais, sur les combines, donc pour se faire recruter, les choses comme ça, ou peu importe, quand tu dois te faire évaluer en tant que joueur, ben là, tu vas avoir des tests propres à ta position. Mais ça va être sur le terrain directement. Mais en tout cas, ces bases-là, c'était tout le monde. Donc c'est pour ça que je te dis que c'était des mouvements, tu sais,
où tu sais qu'on devait faire. Donc tu sais, oui, il y a pas de powerlifting, mais on est testé là-dessus. Puis nous, pendant la off-season, on a été testé. Donc off-season, c'est en dehors de la saison, c'est une préparation physique qui dure de janvier à août. Tu vois, pour la saison qui dure de fin août, début septembre à fin novembre, mi-novembre, tu vois même. Donc tu vois, c'est très court quand je te dis qu'on s'entraîne beaucoup plus qu'on joue. Il y a peu de sports où c'est comme ça. Même chez les pros, hein. Même en NFL, il y a seulement 16 matchs. Donc tu sais, plus playoff, mais tu sais, 16 matchs, c'est vrai qu'il y a des mecs qui jouent 4 mois. Et ils se préparent pendant 8 mois. C'est énorme. Et dans ces 4 mois, tu t'entraînes encore une fois plus que ce que tu joues. Tu t'entraînes 4-5 fois par semaine pour jouer le match le dimanche. C'est énorme la préparation. Bref. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai perdu le fil, je pense, de ce que je te disais. Oui, c'est ça. Donc oui, il n'y a pas de test. Excuse-moi, mais on est testé. Donc squat, des choses comme ça, on se fait tester là-dessus pendant la saison. Donc on se fait tester. Excuse-moi, oui, c'est ça. Donc hang clean, développé couché, squat. Donc c'est pour ça qu'on faisait ces mouvements-là. Et quand je te dis, donc on était testé là-dessus. Mais oui, l'entraînement après ça, nos types d'entraînement aussi. Faut pas croire, on faisait pas juste ça. Après ça, on a l'entraînement en circuit. Ouais, ça me fait penser à du CrossFit, quoi. Enfin, l'idée du CrossFit finalement, c'est on a de la technique, on a de la performance, on a un peu de force, on a du cardio. Ouais, en équipe, ça va être un peu ça là, mais séparé. C'est comme, c'est ça. En fait, c'est ça du CrossFit. Ce serait une préparation de football dans un shake déjà, tu vois. Grosso modo, t'as tous tes ingrédients qu'on a au football, donc tu sais comment travailler l'explosivité, comment travailler la cohésion d'équipe et tout ça. Et au CrossFit, tu sais, tu rentres et t'as déjà tout ça. Donc tu sais, tu vas travailler le max, tu vas travailler des burpees, des choses comme ça, donc l'endurance. C'est vrai que CrossFit, ça ressemble pas mal, ouais. Mais nous, notre entraînement, tu vois, en janvier, c'était pas du tout, mais alors pas du tout la même chose qu'au mois de juillet. C'est-à-dire que tu sais, ton entraînement de football, comme tu te l'imagines, tu sais, en juillet, on faisait plus du tout de force comme on faisait en janvier. Tu vois, la périodisation d'entraînement était très intéressante. Et à la fin, là, je te dis, c'était plus, vraiment la explosivité à la fin, là, c'était des exercices, aussi moins durs sur le système nerveux, pour nous laisser une chance de récupérer, être vraiment, en pic, comme on appelle, pour la saison. Ouais. Et aujourd'hui, t'as un modèle d'entraînement? Non. Que tu privilégies? Avoir passé tout ça, t'as un bon retour d'expérience. Je me dis là maintenant là, mais quand je dis il faut que je reprenne un peu là, ça a été un peu plus difficile derrière moi, mais j'aime beaucoup. Tu sais, je me suis entraîné longtemps avec un énorme volume d'entraînement, c'est-à-dire que ça pouvait être tu sais, 20 séries pour un muscle, et c'était des fois 20 supersets, tu vois. C'était à 40 séries tu sais, j'ai fait des entraînements là pendant longtemps à 500 répétitions à peu près par muscle dans la séance, tu vois. Ce qui est énorme, hein. C'est énorme en termes de volume. C'est énorme. Je faisais ça tous les jours, tu vois. Et t'arrives à récupérer? J'arrivais à récupérer quand même, ouais. Mais ouais, j'arrivais à récupérer, je mangeais beaucoup. Mais c'était du léger? Enfin, du léger, tout exactement. Parce que, ouais, c'est compliqué de t'entraîner tous les jours avec beaucoup de reps, très lourd. Hein. C'est ça. C'est soit volume, soit l'intensité, là. Sinon, si tu vraiment t'augmentes les deux en même temps, là, t'es fini. Mais le volume était là, mais c'était, je faisais des entraînements inspirés de Laron Landry, qui est un ancien joueur de NFL, énorme, physiquement. Et lui, ça a beaucoup de volume, mais vraiment, ça pouvait être triceps, séries géantes, des 4 exercices, tu vois, genre, triceps push-down avec des dips, avec des close grip push-up, tu vois. Donc vraiment travailler les triceps, 3 exercices de triceps, 20, 15, 12, tu prends 45 secondes de repos et tu recommences. T'es en congestion permanente. Je faisais ça, et avec ce gros volume d'entraînement-là, ça a toujours été ces entraînements-là, je les ai souvent fait, ils ont énormément marché, ils m'ont donné énormément de résultats quand je faisais l'intermittent fasting en même temps. Mais mon intermittent fasting, ça a toujours été un peu du junk food, c'est ça le problème. J'avais un très bon physique quand je faisais ça. C'était pendant ma dernière saison à McGill. Juste après que je me sois blessé, je faisais ça comme un entraînement et intermittent fasting. Mais du coup, le soir, je mangeais vraiment mal, des bonbons, des choses comme ça. Malgré ça, j'avais un bon physique parce que ça tue complètement tes réserves de glycogène. Avec des entraînements avec un aussi gros volume, des vidés, tu vois. Ton ATP pas tant que ça, tu vois, ton système nerveux non plus, je pense pas qu'il soit tant grillé, tu vois. C'est surtout ça. Donc quand tu vas bouffer derrière, t'es capable d'en manger des glucides et des sucres, tu vas récupérer quand même. C'est quoi
l'objectif que tu as atteint, que ce soit en termes de physique ou de performance, dont tu es le plus fier? Toute activité confondue, hein, football, muscu. Il y en a eu plusieurs là au football, tu sais, genre parce que ça a été toujours des gros trucs, tu sais, être appelé pour l'équipe de France, autant en junior qu'en senior. Tu sais, ça a été un gros accomplissement. Là, j'étais vraiment content, tu sais. Être accepté au Canada, ça a été énorme. Puis à McGill, jouer pour l'université canadienne, tu sais, c'était un objectif dont j'avais honte de parler, tu vois, quand je suis arrivé en sport-études. Tu sais, quand tu m'as dit qu'est-ce que tu veux faire comme objectif, tu sais, c'est quoi tes objectifs, j'ai dit équipe de France. Puis ça m'avait à peine effleuré l'esprit, l'université canadienne. Puis justement, le gars qui restait à Bordeaux derrière m'avait dit, ouais, mais tu sais, leur dis même pas que tu vas aller jouer au Canada, tu vois. Puis c'est ça, puis j'ai terminé dans l'université canadienne. Comme je dis, ça peut paraître simple, mais pour un joueur français, surtout que depuis que moi j'ai fait ça, je dis pas que je suis un précurseur, mais je veux dire, du coup, on a été plusieurs, mais quand nous on le faisait et maintenant, ça s'est beaucoup plus démocratisé maintenant. Il y a des joueurs français qui sont directement recrutés par les universités canadiennes, et puis ils ont le talent, tu sais. Ils ont un talent incroyable, tu sais, même il y en a qui vont dans les universités américaines, qui s'approchent de la NFL aussi. Donc c'est pas mal développé, tu vois, de plus en plus, parce qu'il y a des vrais athlètes en France, hein, qui sont capables de mettre leur talent au profit du football. Mais il y a ça, donc puis après, ma première barre à 100, la classique, quoi, tu vois. Ouais. J'avais quel âge j'avais 16 ans, je pense, ouais. C'est connu, ça. C'est fait. Mais même souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un palier psychologique pour cette barre-là. Ah oui, 100 kilos, c'est quelque chose, ouais. 100 kilos, c'est quelque chose. Ça a été, c'est à peu près le seul objectif que je me suis mis, en termes de, encore même pas un objectif, tu sais. C'est juste que 100 kilos, là, c'était l'objectif, tu vois. Puis j'ai fait ça, puis le plus fier, après, j'ai jamais vraiment tiré de fierté, en étant très honnête, j'ai jamais vraiment tiré de fierté à être fort. Donc je parlais pas forcément de mes chiffres. Puis j'avais pas vraiment d'objectif. Je m'entraînais pour être le meilleur à chaque fois, donc tu sais, je me suis jamais, je sais pas si ça fait prétentieux de dire ça, mais je me suis jamais mis d'objectif, mettons, je veux lever tant. Ou en tout cas, peut-être que ça fait tellement longtemps que je me rappelle même pas que je m'en mettais. Tu vois? C'était pas ton objectif principal à ce moment-là. Je me disais pas, tu sais, je rêve de bencher 150 kg. C'était pas ça le truc. Non, ça, c'était plus une conséquence de ta vie. Je veux être le plus fort possible, ouais. Et je veux, tu sais, par contre, en termes de poids, oui, tu sais, je veux atteindre 110 kilos, tu sais. Oui, des choses comme ça. Mais j'avais pas d'objectif, de performance. Vitesse, oui. Est-ce que tu peux nous partager, tes meilleures perfs, hein, si tu t'en souviens? Oui, parce que je me doute qu'elles sont énormes. Pour toi, elles te paraissent pas énormes, et peut-être pour les personnes que tu côtoyais, mais pour on va dire le pratiquant lambda, le sportif lambda. Non, mais même dans l'équipe, j'ai toujours été, tu sais, j'ai quand même été, tu sais, même ma dernière année, j'ai fini quand même dans le top 3 des joueurs les plus forts, tu vois, de l'équipe, sur une équipe de 80 joueurs à peu près. Tu sais, c'est quand même bon. Mais ma dernière année, ouais, j'ai fait 100 en livres, 405 livres au développé couché. Ce qui fait 160. C'est 4 x 20 de chaque côté. Donc c'est 180 kilos. Donc 80, 80, 160 et la barre 20, 180. Donc 180 kilos. Au développé couché, ouais. 180 kilos au développé couché. Oui, 160. Ouais, à cette époque-là, je m'échauffais. Donc avec une plate, 2 plates, 3 plates, puis même donc à 3 plates, donc qui est quand même 140 kilos. Je laissais la barre au chest. Là, tu faisais une pause en bas du mouvement. Et je le montais, tu vois. Puis ça m'est arrivé de faire croire à des joueurs justement que j'étais bloqué sous la barre. Donc je laissais la barre sur les pecs là, tu vois, ça c'est vraiment, tu sais, con un peu, mais je faisais ça, je faisais puis boum, d'un coup je la levais, ils étaient là, putain, c'était, donc je faisais ça, donc j'ai fait ça, j'ai fait 200 kilos au squat. Okay. Une fois, j'ai fait power clean, donc c'est quoi, c'est de l'épaulé, ouais. J'ai fait le plus que j'ai fait, c'est 300. Ouais, de la barre du sol jusqu'au clavier. Non, de mi-cuisse, des cuisses aux épaules directement. Donc t'exploses. Je suis pas parti du sol, je suis parti directement des cuisses. Donc ça c'est du hang clean qu'on appelle. D'accord. Hang clean. Puis là j'ai fait 305 livres, donc t'approches des 120 kilos. T'approches, on n'y est pas encore. Attends. Deadlift, j'ai toujours eu du mal avec cet exercice-là, donc le max que j'ai fait,
C'est 100... putain, 6 kilos, là, je suis perdu. Ah, dis un livre, on convertira. 450 livres, tu vois. D'accord. Donc, ouais, c'est ça, tu vois. 450 livres, c'est en dessous de 200 kilos, quoi. En dessous de 200 kilos. Ok, bon, c'est de bonnes performances, hein, de manière générale. Ouais, ben, aux épaules, j'ai toujours été très fort, là, tu vois. Le plus que j'ai fait, c'est 2 fois 120 kilos. Alors juste, attends, tant que j'y suis, tu m'as dit 400, combien? 450 450 livres. C'est 205 kilos, 204. 204 kilos, tu vois, au deadlift. Ouais. Effectivement, c'est un peu ta faiblesse. Tu dois avoir les fémurs, tu dois avoir les fémurs longs. Oui. Tu dois avoir beaucoup d'amplitude. Ouais, exactement. Puis j'ai jamais vraiment, tu sais, j'ai toujours senti qu'il fallait vraiment décoller la barre du sol. J'ai pas eu ce mouvement naturel. J'ai réussi à avoir une fois seulement cette sensation-là. Et la barre a décollé d'un coup. Et je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'on fait un deadlift. Et je l'ai vraiment senti que, tu sais, comme en allant vers l'arrière, en décollant, tu vois. Mais sinon, j'ai toujours senti que c'était très, très, très vertical comme mouvement. Je sais pas comment expliquer ça. Et j'avais du mal à... Bah, je pense que tu dois avoir pas mal d'amplitude sur le mouvement, ce qui fait qu'il est pas complètement naturel pour toi. C'est ça, j'aimais vraiment pas ça. Et le problème, bon, bah, c'est que moi, maintenant, j'ai la flexibilité de l'enlever, j'aime pas ça. Je le fais pas. Il y a des gens qui vont te dire, oh, si, il y a des indispensables. Non, il n'y a pas d'indispensables. Si t'aimes pas ça, si au final, tu fais ce sport-là, tu vois, l'entraînement, c'est pour toi, tu vois. Donc, sauf qu'au football, ils nous laissaient pas, tu vois. Au football, donc, du coup, tes deadlifts, ben, tu fais tes deadlifts, tu vois. Puis, donc, c'est ça, c'était pas ma force. Mais épaules, ouais, j'ai fait 2 fois 120 kilos derrière la nuque, tu vois, au développé assis. Donc là, j'étais très fort aux épaules. Tu sais, j'ai déjà pris j'ai fait 4 fois, tu sais, je prenais des 120 livres dans chaque main. Donc ça, c'est 240 livres. Donc c'est des 53 kilos dans chaque main, tu vois. Et je faisais des séries de 4, 5, tu vois. En développer épaule, assis. Épaule, tu vois, développer épaule assis. Ouais. Push press aussi, tu sais, donc, tu sais, la barre au niveau des épaules et tu la balance là, tu sais, plus de 100 kilos. J'ai même fait plus de 100 kilos avec du overhead squat. Donc là, t'as la barre au-dessus de la tête. Boum, tu descends en squat, là. Très difficile. Alors déjà, d'un point de vue mobilité, déjà, faut être... C'est très difficile comme exercice. Ouais. Et c'était un McGill, ma première année, qui nous faisait faire ça. C'était bien. Et ouais, 100 kilos, je fais plus de 100 kilos là. Puis après, toujours sauter quand même assez haut, athlétiquement là, et rapide aussi. Donc pour quelqu'un qui aime pas parler de ses perfs, désolé. Ça fait non, mais je pense que comme ça, ils auront un petit avis de... Au moins, c'est ça, ouais. Et 26 fois 100 kilos. Au développé couché. 26 reps. 26 reps à 100 kilos. 100 kilos, ouais. Bon, s'il y en a qui arrivent à faire ça, hein. Oui, il y en a. Oui, non, mais il y en a, bien sûr. Mais, il y en a pas tant que ça. Hein. Ben, c'est vrai que quand je dis que j'étais fort là, c'était, ouais. Il y en a qui le font là, mais dans l'équipe, tu sais, il y en avait pas tant que ça, effectivement, tu sais, dans notre équipe, puis, tu sais, c'est des bonnes perfs. Ok, super. Bah, écoute, pour terminer, je vais te poser 3 petites questions. Je vais essayer de faire revenir à chaque épisode. La première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné et que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait la musculation ou un entraînement et qui ne connaît pas encore beaucoup de choses, tu vois, qui démarre. Que moi je donnerais honnêtement là, c'est essayer, arrêter d'être ouais c'est ça. Arrêter de chercher la perfection, c'est-à-dire que le problème d'un débutant, souvent, là, puis c'est normal, t'es avide d'informations, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais au bout, et je l'ai fait, j'ai tout essayé. Genre, tu sais, la créa, le ci, le ça, est-ce qu'on peut l'essayer? Oui, je l'essaye. Les entraînements, la supplémentation, ah oui, la caséine avant le lit, t'essayes, tu sais, tu vois qu'est-ce qui marche, et il faut le faire, mais il faut essayer, il faut arrêter de chercher la perfection. Fais. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, entraîne-toi, mange, tu sais, essaye pas, est-ce que il faut vraiment que je mange 3 blancs d'œufs, avant de me coucher avec 28 grammes de beurre d'arachide? Non, mange, tu vois ce que je veux dire? Mange, entraîne-toi, tu sais, puis, ouais, c'est aussi simple que ça, tu vois. C'est faire et on pinaillera plus tard. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais, fais. Là, tu vas avoir des résultats, comme je t'ai dit, puis, pousse. Surtout pour quelqu'un qui débute là, c'est vraiment essayer plusieurs trucs, trouver ce que t'aimes. Il n'y a pas de mouvements qui sont obligatoires. C'est-à-dire que tu sais, si t'en as quelqu'un qui te dit, ah oui, ça, il faut le faire, sinon tu peux pas, c'est faux. C'est faux. Te méfier de ce que t'entends. Parce qu'il n'y a pas de règle unique. Pas de règle absolue. Faire attention souvent les gens, quand tu leur poses une question,
est-ce que je devrais faire ça pour développer mes pecs? Ça dépend. Et on dit, ouais, ça dépend, il sait jamais. Mais oui, ça dépend parce que tout le monde est unique, justement, il n'y a pas de réponse universelle. Il faut faire de l'incliné pour développer le haut des pecs. Ah oui, mais ça dépend de beaucoup de choses. Comment ça, ton incliné? Tu sais, est-ce que tu vas stabiliser? Est-ce que, tu sais, plein de choses. Tu sais, est-ce que c'est tes épaules qui vont prendre le dessus là-dessus? Tu sais, est-ce que tu vas être en protraction? Est-ce que tu vas vraiment avoir... Donc, ça dépend de plein de choses. Tu sais, ne serait-ce que l'inclinaison du banc change. Donc, il n'y a pas de règle universelle. Donc, vraiment, essayer, écouter. Et puis, tu sais, il n'y a pas de gourou aussi. Parce qu'il faut faire attention aussi, tu sais, c'est que souvent les jeunes, ils vont directement écouter quelque chose et se dire, c'est la raison absolue. Parce qu'ils admirent un peu le truc, tu vois. Ça peut être une marque, étant animal, tu vois, la marque de suppléments, ils vont aller chercher un peu les hardcore, les gars qui s'entraînent un peu, tu sais, de façon plus dure. Et, du coup, ça va devenir des gourous, alors ça veut dire que, tu sais, ça devient cool de se foutre 3 kilos de riz avec 2 kilos de blanc de poulet sec à travers de la gorge et avoir une bouteille de 10 litres d'eau, tu vois. Et les mecs, tu les vois marcher dans la salle, ils ont une bouteille de 2 litres d'eau, quitte à en boire la moitié, prends-en une de 1 litre, tu iras leur remplir, tu vois. Mais sauf que du coup, ils deviennent tellement comme férus de ça qu'ils oublient de leur objectivité, en fait. Donc vraiment garder l'esprit ouvert. Et ouais, pas se fermer, il y a rien qui est mauvais forcément, il faut juste voir et appliquer après ça. Donc mon objectif, mon conseil, ouais, c'est ça. Essayer et persévérer. Deuxième question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de se blesser ou qui présente une douleur dans un programme de musculation, là, il vient de se blesser ou il a une douleur, tu lui dirais quoi? Bon, déjà arrête, évidemment. Grosse erreur des gens qui se blessent ou qui ont mal, c'est de se dire je vais travailler à travers la douleur. Toi t'es passé un peu par là en plus. Je l'ai fait, regarde, je suis le roi des imbéciles pour ça, c'est que tu sais. Bon, après avec le football, on n'avait pas vraiment le choix, t'as une pression derrière des coachs et des coéquipiers, surtout si t'as un rôle moindrement important qui fait que tu sais, ben tu te dis putain, mais tu sais, les mecs qui sont là, c'est un peu un esprit de guerre, tu sais. C'est-à-dire que tu te dis putain, ces mecs là ils sont en train de galérer et moi je peux rien faire pour les aider. Tu veux revenir sans compter les coachs qui te disent, tu sais, le premier jour, ils te disent, oui, fais attention à toi, ouais, prends ton temps. Le lendemain, tu les vois, tu sais, 8h du mat, c'est bon, t'es remis, prêt à jouer vendredi? Ah, attends, tu m'as dit de prendre le temps hier, et là, maintenant, tu me dis, tu vois ce que je veux dire? Un peu ça le problème, mais, prends le temps. Tu sais, si t'as mal, en fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'on n'est pas souvent, à l'écoute de notre corps. Je sais que ça fait un peu prof de yoga perdu, ça, mais non, il faut être à l'écoute de son corps parce que, tu sais, ton corps, il te donne un signal là, et puis, tu sais, il y a une raison pourquoi t'as mal. Il y a une raison. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Comment tu le fais? Tu vois? Donc, l'écouter. Donc, si t'as mal, arrêtez, travaillez autour. Ça veut pas être, faut pas se dire, putain, je me suis fait mal au pec, j'arrête de m'entraîner. Non, tu peux entraîner les jambes, tu peux aller courir, tu peux faire pas mal de choses. Rester actif. Mais travailler et arrêter parce que sinon tu risques beaucoup d'aggraver. Donc aller voir un professionnel évidemment quand t'as mal ou tu t'es blessé, voir comment et puis il faut mieux prendre un petit pas vers l'arrière pour repartir plus vite que se dire genre tant pis c'est pas grave je continue, tu te claques et tu peux et là t'es obligé d'arrêter vraiment. Troisième question, est-ce qu'il y a un livre Troisième question, est-ce qu'il y a une référence ou un livre particulier, un coach que tu recommanderais à quelqu'un qui veut améliorer ses connaissances en entraînement? On n'a pas trop parlé de nutrition aujourd'hui, on a surtout parlé d'entraînement de performance, de muscles. Effectivement, on n'a pas parlé de ça. Dernièrement, je suis beaucoup intéressé à des mecs comme Ben. Alors le nom là, c'est un nom polonais, Pakulski, il me semble, juste comme ça. Hypertrophy Coach aussi sur Instagram. Je pense que c'est Joe Bennett. Des mecs comme ça en fait qui veulent travailler intelligemment, c'est-à-dire que tu sais, ils vont vraiment aller chercher comment développer le muscle, pourquoi, du comment, ton niveau d'insertion, des choses comme ça. C'est des références en anglais, ouais. Ah, ça va être en anglais. Ouais. Moi, je vais pas te mentir, en français, je connais personne. Honnêtement, je connais personne en entraîneur, en coach, peu importe français. C'est vraiment ça. Ben, Charles Poliquin, je suis pas fan parce que justement, lui, c'est un gourou. C'était un gourou, évidemment. Donc du coup, c'est-à-dire que... C'est vrai qu'il était suivi par des millions de personnes. Oui, des millions de personnes. Et encore aujourd'hui, parce qu'il est mort il n'y a pas si longtemps. Non, il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, il me semble. Sauf que, c'est ça. Le problème des gourous, c'est qu'ils créent un peu leur voix et les gens suivent comme des moutons derrière. Et alors, moi j'ai eu un boss là quand j'étais entraîneur.
horrible, tu vois. Le mec, c'était... il connaissait Charles Poliquin, limite, c'était « Salut Charlie », tu sais. Charlie m'a expliqué comment faire les biceps, tu vois. Calme-toi. Et alors, il est pas capable de réfléchir par lui-même, tout était Charles Poliquin. Qu'est-ce qu'on fait? Ben attends, je vais regarder dans le... Tu sais, réfléchis, regarde un peu qu'est-ce qui se fait. Oui, il a des bons principes, mais c'est pas non plus la raison absolue. Donc du coup, c'est ça, mais en français, j'ai personne. Ok, mais ce que t'as sorti, déjà, je le mettrai en lien dans l'épisode. Ouais, ça c'est des mecs vraiment bons. En plus, c'est quoi? C'est parce qu'Instagram, à part des photos, ils ont une chaîne YouTube, ils ont quelque chose? Ils ont une chaîne YouTube, ils ont un site internet, beaucoup d'informations gratuites en plus, tu vois. C'est le problème aussi de beaucoup de coachs qui m'énerve moi un peu. Bon, on le voit moins avec les réseaux sociaux, mais c'est que souvent les entraîneurs, tu sais, se disent si je te donne un conseil, tu sais, ils veulent pas donner de conseil. Oui, ils font pas attention. Je donne pas de conseils parce que tu sais, c'est mon expertise, c'est mon savoir. Ouais, mais on en a rien à faire de ça. Tu veux dire, ton savoir, il manque de contexte. Tu peux le donner. Souvent les mecs vont te dire, moi je donne pas mes secrets à la salle. Il n'y a pas de secret. Tu peux dire, tu peux conseiller un jeune. Il faut pas hésiter. C'est pas parce que t'aides quelqu'un et tu lui dis ce qui fonctionne pour toi, premièrement que ça va fonctionner pour lui, et deuxièmement que ça va moins bien fonctionner pour toi. Donc tu peux le dire, qu'est-ce que ça change? Donc c'est ça, donc c'est des mecs qui donnent. Tu vas sur leur réseau là, et c'est des conseils que tu peux appliquer, ils te donnent ils te montrent des supersets, ils t'expliquent le pourquoi du comment gratuitement, mais c'est vraiment intéressant. Donc j'aime beaucoup ça. Ok, bah je mettrai les références dans la description. Ouais. Super. Est-ce que il y a une dernière petite chose que tu as envie de rajouter? Alors on n'a pas parlé de tout, hein, parce que on a discuté en off et il y a vraiment plusieurs thèmes parce que t'as perdu pas mal de kilos aussi, t'as fait des sèches assez importantes. On n'a pas parlé de toutes les blessures non plus, de l'après football américain jusqu'à aujourd'hui. Parce que t'as été coach aussi, ouais, c'est vrai que t'as coaché j'ai coaché football, j'ai coaché l'entraînement, j'étais entraîneur privé, j'étais entraîneur de cours en groupe, j'ai adoré ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais bah écoute, une prochaine fois. Hein. Exactement, un épisode 2 si jamais le premier plaît aux auditeurs. Et ouais, ben non, pour justement, ouais, vas-y si t'as quelque chose à dire. Non, dis-moi. Mais justement, les auditeurs, hein, s'ils ont envie de te poser des questions, s'ils ont envie de te contacter, où c'est qu'ils peuvent te retrouver? Oh, non, j'ai pas envie de... Je rigole. Justement, le mec se contredit. Ouais, il faut donner. S'ils veulent poser des questions, non, je répondrai pas. Non, ben oui, sur Insta, sur n'importe quoi, là, moi, des conseils, j'en donne, ça me fait plaisir d'en donner. Ouais. Donc. T'as une page, t'as un profil Instagram? Hein. Ouais, pas pro du tout, ni relié à l'entraînement du tout. Puis comme je te dis, si on voit, ils vont se dire c'est qui ce mec là, tu vois, aucunement relié à l'entraînement. Je vois pas d'intérêt moi à mettre des vidéos de mon entraînement, tu sais, je pense pas que ce soit pertinent. Je critique pas du tout ceux qui le font, loin de là, comme je dis, j'admire ça justement, qu'ils donnent ce contenu gratuitement, peu importe l'échelle de leurs réseaux sociaux. Mais moi, je trouve pas de pertinence à ce niveau-là, donc s'ils viennent me voir, ils vont pas se dire forcément que j'ai des connaissances. Ok, bah ils peuvent te contacter quand même par Instagram. Sur Facebook, Instagram. Ton adresse mail aussi, j'imagine. Je la mettrai. Tu peux la mettre absolument, puis ça va me faire plaisir de répondre, comme je te dis, peu importe, débutant, avancé, intermédiaire, de tous les niveaux, et peu importe l'objectif, peu importe la question, d'ailleurs. Super. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Mais ça m'a fait plaisir de partager. C'était un super moment. Je pense que il y a vraiment pas mal de choses intéressantes sur l'entraînement et même sur le football américain. C'est quelque chose qui est pas très reconnu en France, enfin qui est pas très connu en France. Mais ça se développe pourtant, mais c'est vrai que y a une marginalisation de ce sport qui est importante. Puis non, c'est ça. Donc on n'est pas parlé, on n'est pas rentré dans les détails de l'entraînement. Ça m'a fait plaisir d'en parler un peu. On continue, ça peut être une prochaine fois. Mais non, c'est ça. Je pense que c'était bien de voir l'aspect psychologique aussi. Et puis le parcours, ça met beaucoup de contexte. Si jamais on est amené à reparler, il y aura le contexte de mon entraînement qui sera disponible du coup dans cet épisode-là. Ok, bah ça sera avec plaisir pour la prochaine fois. Parfait. À bientôt. À bientôt, Jérôme. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je remercie également Nicolas d'avoir participé au podcast et d'avoir partagé son expérience. Comme on l'a mentionné en fin d'épisode, on n'a pas pu aborder tous les sujets prévus. Ça sera peut-être l'objet d'une seconde partie dans un futur, si vos retours sont positifs. Si vous aimez le podcast Biomécanique et que vous souhaitez me le faire savoir,
Vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes, ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide le podcast à mieux se classer, à être découvert par de nouvelles personnes, et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier et avoir des invités de plus en plus prestigieux. Également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez écouter les prochaines interviews qui sortiront, je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Ce sont mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique.